Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition des webinaires La Fusée. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance, je suis avec Pierre-Luc Paiement pour passer une heure de bon temps et pour parler de comment bâtir une culture IA au sein de votre entreprise. Donc c'est parti pour une heure à passer ensemble avec Pierre-Luc. Comment tu vas aujourd'hui Pierre-Luc, tu es en forme? Yes, très bien, merci Clément. Toi aussi? Ben oui, en forme olympique à 10 jours des JO. Voilà, Exact, c'était, merveilleux. je pouvais pas mieux le placer. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et bon, ce midi, et on va essayer de vous apporter le plus de valeur possible, comme d'habitude dans ce webinaire où vous êtes comme d'habitude aussi très nombreux à vous être inscrits. Dès qu'on a un sujet autour de l'intelligence artificielle, on a toujours un gros engouement en termes de nombre d'inscriptions, plus que pour des sujets moins fun comme Google Analytics 4 par exemple, à les comprendre. Mais voilà, donc on est super content d'être avec vous et aujourd'hui on va aborder un sujet qui est un peu plus large que l'IA technique qui est généralement l'angle avec lequel on l'a abordé. En tout cas, c'est de cette façon qu'on l'a fait dans les webinaires précédents. ChatGPT, Copilot, souvent on parle de sujets qui sont très techniques. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec les outils, etc. Mais en fait, à travers les discussions et puis à travers les applications aussi, on s'est rendu compte que, bah oui, ça prenait des notions techniques et ça prenait une capacité d'utilisation importante, mais ça vient pas tout seul en fait. Ça vient aussi avec l'application d'une culture au sein de l'entreprise et on peut pas juste claquer des doigts et dire, bah à partir de demain, tout le monde va utiliser l'IA. On s'est rendu compte, on se rend compte jour après jour que ça fonctionne pas comme ça. Ça prend une vague de fond un petit peu plus forte, un petit peu plus structurante. La bonne nouvelle, c'est que Pierre-Luc, il a pas mal travaillé sur ces sujets-là sur les 2 dernières années. Et donc, bah, c'est ça qu'on va essayer de modestement aborder en vous amenant des clés aujourd'hui. Donc, bah, Pierre-Luc, je vais peut-être commencer par te présenter. Tu es un des membres du collectif intégral, c'est surtout le cofondateur et le président de l'agence Frank, donc tu vas nous parler juste après. Et puis, au-delà de Frank et de sa mission, tu es très impliqué dans les sujets relatifs à l'IA depuis 2 ans. Tu t'es devenu une voix, quand même une voix qui compte au Québec sur ces sujets, en tout cas dans tout l'écosystème marketing. Tu es pas mal intervenu sur InfoPresse, tu as donné des conférences, tu donnes des formations dans le grenier avec un magnifique portrait de toi amélioré par l'IA, et puis aussi une récente contribution dans les affaires. Donc, tu es clairement la bonne personne pour nous parler de tout ça. Je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses supplémentaires sur ton parcours et puis sur l'agence Frank que tu as fondée avec tes associés. Ben, rapidement, merci Clément. Il manque juste la pyrotechnie là, pour bien faire l'introduction, mais pour ceux qui sont à la maison, qui sont sur l'option métaverse, on a la pyrotechnie peut-être qui fonctionne. Blague à part, non, en fait, moi, rapidement, l'IA, moi, je me suis commencé à m'y intéresser il y a quand même quelques années, puis on va en parler, mais comme vous le savez, l'IA, c'est pas tant nouveau. L'IA générative, elle amène une nouveauté, évidemment, à l'univers du marketing, mais sinon, tout ce qui est l'IA prédictible et tout ce qu'on utilise depuis plusieurs années, comme Siri, Netflix même, c'est pas tant nouveau. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser lors de mon passage à Boston chez Bose. Donc, j'ai travaillé chez Bose quelques années en marketing. Puis, pour ceux qui ne savent pas, Bose est détenu maintenant par le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Puis, on a commencé à utiliser beaucoup l'IA là-bas à travers des projets pilotes. Puis, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé en 2007-2008. C'est quand même un certain moment. Donc, juste pour mettre en contexte que l'IA existe depuis un long moment. Donc, voilà. Fait que c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à utiliser l'IA. Puis, évidemment, quand on a créé Frank, c'est une agence de création de contenu, mais beaucoup propulsée par le data, la donnée et la créativité, évidemment, au cœur de tout ce qu'on fait. Donc, on cherche, nous, comme on dit, le sweet spot entre l'art et la science. Puis, la partie scientifique, bien, c'est là que l'IA permet justement d'amener une dimension qu'on n'avait pas il y a à peine 2 ans de ça. Puis, donc, voilà. Et étant comme PME, ben, contrairement à, on peut regarder la révolution industrielle que des fois on compare avec l'IA ou même le virage numérique qu'on a connu autour des fin 90, début 2000, ben, je prends juste un petit exemple. Quand on a passé à la révolution industrielle, ben, ça prenait des grosses machines pour pouvoir passer, disons, de la fabrication de chaussures artisanales à la fabrication de chaussures industrielles. Puis il y avait un coût à payer pour ça. Même chose dans le numérique. À l'époque, j'étais chez BRP, on refaisait tous les sites de Skidoo, Sidoo, puis c'est quand même des factures assez salées, disons, pour refaire un écosystème numérique. Aujourd'hui, l'avantage pour tout le monde, surtout pour les PME, c'est que par plusieurs outils, pour autour de 20 $ par mois, ben, tu réussis vraiment à changer la donne, disons-le, comme ça. Donc, c'est beaucoup aussi ce qui est assez révolutionnaire, c'est que le coût d'entrée pour pouvoir mettre en place une culture ou mettre en place différents outils pour accélérer justement ou la productivité ou amener différentes cordes à son arc, ben c'est pas un coût astronomique comme dans le passé avec d'autres, disons, révolutions, d'autres évolutions.
Donc, c'est ce qui permet vraiment rapidement de pouvoir tester différents trucs puis d'évoluer à travers cette gamme d'outils-là. Donc voilà. Donc, Frank, c'est ça. C'est une agence qui est au cœur de la création de contenu puis qui mélange l'art et la science. Mais le côté créatif reste vraiment prédominant dans ce qu'on fait. Puis l'IA nous aide à mieux performer, on l'espère. C'est un peu le gage qu'on s'est donné en commençant, en mettant à l'œuvre différents outils d'IA. Merci pour cette intro, Pierre-Luc. Et puis, ça confirme que tu es probablement la bonne personne pour les minutes qui viennent pour nous aiguiller sur tout ce sujet-là. Parlons de moi rapidement. Moi, je suis Clément. Je suis un des fondateurs de La Fusée, qui est un centre de formation dédié au marketing web et à l'IA. Et puis, je suis aussi spécialisé dans la partie publicité et médias numériques, qui elle aussi est fortement impactée par l'IA. Pierre-Luc, tout comme moi, on fait partie d'une entreprise un petit peu plus grande que nous qui s'appelle Intégral, qui est un collectif d'entreprises finalement qui touche à l'ensemble des disciplines du numérique. On a Osmose qui fait des sites web, on a Frank dont Pierre-Luc vient de parler et qui l'a fondé, qui est plus orienté sur la création. On a Digital qui fait de la performance, SEO, SEM, Data Analytics. On a Genia, notre dernière petite sœur, qui est purement dédiée à l'IA et qui a comme mission d'augmenter la performance opérationnelle des entreprises grâce aux outils d'IA. Et puis, on a La Fusée qui vend et propose des formations et des webinaires gratuits, comme celui d'aujourd'hui. Avant de commencer, on va passer 1 heure ensemble. Enfin, il en reste 54 minutes maintenant. Il y a un petit quiz à la fin qui vous permettra au plus rapide et au plus performant de gagner une formation. Donc, soyez attentifs jusqu'au bout pour ne rien perdre. Deuxièmement, il y a un rabais qui s'applique pour l'ensemble des participants de ce webinaire Culture IA 10 qui vous permet de bénéficier de 10% de rabais, soit en achetant directement sur notre boutique en ligne ou soit en contactant nos représentants directement sur notre site web via notre formulaire de contact, ou bien vous avez même un chat sur notre site où Maël se fera un plaisir de répondre. Et puis, d'ores et déjà, je peux vous parler de notre prochain webinaire. On va prendre notre respiration au mois d'août et revenir plus fort en septembre avec un sujet qui est très, très demandé, qui est d'ailleurs une de nos pages d'entrée les plus populaires sur notre site internet, qui est Canva, les utilisations qu'on peut en faire en termes d'identité visuelle, en termes de médias sociaux, etc., etc. Canva, qui est aussi une des entreprises qui a le mieux pris le virage de l'IA dans les entreprises grand public qui avaient déjà beaucoup de succès. Ils ont très, très vite compris qu'il y avait un gros changement là-dessus et il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter là-dessus. Donc, on parlera encore une fois d'IA, mais pas que. Derniers petits éléments avant de rentrer dans le vif du sujet. Au niveau des questions, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet chat en bas à droite, mais c'est encore mieux si vous les posez directement dans l'onglet poser une nouvelle question. Pourquoi? Parce que ça permet aux autres participants de voir vos questions et de voter pour celles qui leur paraissent les plus pertinentes. À la fin de cette session, on prendra quelques minutes avec Pierre-Luc pour passer à travers celles qui ont eu le plus de votes. Donc voilà, encore une fois, pour les petits tracas et autres, vous pouvez y aller sur le chat. Pour le reste, allez-y via les questions. C'est encore plus puissant et ça nous permet d'être sûr de répondre aux questions qui ont le plus suscité votre curiosité. On va faire une petite introduction sur l'IA et puis ensuite on va rentrer sur les piliers de ce qui fait une culture intelligence artificielle au sein d'une entreprise. Donc voilà la structure de tout ça. Et derrière, on va parler du concret, puisque c'est ce qu'on prétend vouloir faire à longueur de journée chez La Fusée, en essayant d'esquisser les bases d'un déploiement réussi pour une culture IA au sein d'une entreprise, avant de passer aux questions et au quiz. Donc c'est parti pour l'intro. Et puis petit rappel, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est la capacité donnée par l'homme aux machines de réaliser des tâches qui requièrent l'intelligence humaine, telles que le raisonnement, l'apprentissage ou la compréhension du langage naturel. Donc concrètement, c'est essayer de répliquer à travers la machine des mécanismes ou des schémas qui sont suffisamment complexes au point de nécessiter de l'intelligence humaine. On est donc au-delà du simple algorithme qui fait des fonctions if-else avec des ramifications. On est vraiment dans quelque chose qui est capable de répliquer, pas encore de façon parfaite, mais du mieux possible, ce que les circonvolutions surpuissantes de nos cerveaux humains peuvent faire. J'en parlais tout à l'heure avec Pierre-Luc, qui me disait qu'une bonne analogie à faire, c'était de comparer l'IA à du jus d'orange concentré, là où nous, avec le cerveau, on est du jus d'orange de tout frais pressé. Donc évidemment, ça ne pourra pas ou ça ne peut pas encore l'égaler. En revanche, on va pouvoir s'en rapprocher à la fois en termes de goût et en termes de saveur et en termes de qualité, même si il y a toujours des biais à prendre et qu'à la fin de la journée, un bon jus frais pressé restera toujours plus goûteux. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter, si j'ai bien parlé de ton analogie, Pierre-Luc, dont tu es propriétaire. C'est très bien, tu l'as très bien dit, donc je te laisse poursuivre, Clément. Génial. On parle d'IA, puis tu en as parlé tantôt, depuis 1956. Le terme en tant que tel a été introduit
par un certain John McCarthy en 1956. Ça s'est accéléré à la fin du XXe siècle, au début du XXIe. La victoire contre Garry Kasparov, si je ne me trompe pas, en 97 au championnat du monde d'échecs, qui était déjà une grosse avancée pour une forme d'intelligence artificielle qui venait battre un humain sur un jeu extrêmement avec énormément de complexité. L'arrivée de Siri, tu en as parlé en 2010 dans nos iPhones, le pilotage automatique pour le modèle S en 2015 par Tesla. Mais il y a eu ce gros boom qui fait qu'on parle que de ça depuis 2 ans en 2022 avec l'arrivée accessible au grand public de ChatGPT, qui a comme été une forme de wake-up call pour tout le monde du fait que ça arrivait pour vrai. Ça associé au fait que le côté génératif de ChatGPT rend les choses beaucoup plus concrètes dans le quotidien des uns et des autres, et donc naturellement à contribuer à faire mousser davantage les choses. Depuis, c'est la folie. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'une entreprise ou petite ou grosse arrive avec une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle façon d'utiliser. Parmi les plus connus, on peut citer Copilot avec Microsoft qui arrive de plus en plus dans tout l'environnement et l'écosystème de Microsoft. On peut citer OpenAI qui, au-delà de ChatGPT, arrive avec les premiers tests de Sora sur l'aspect vidéo, dont on attend une sortie grand public dans un futur proche. Google avec Gemini qui prend de plus en plus de place. Grok avec X et puis l'écosystème d'Elon Musk. Midjourney dans la génération d'images qui est déjà très plébiscité. On le voit d'ailleurs à travers les formations qu'on propose. Donc, depuis 2023, tout s'accélère et c'est probablement pas prêt de ralentir. Pourquoi ça s'accélère? Parce que ça s'applique à énormément de champs de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Ici, on fait évidemment un focus sur la vie professionnelle. Il y a plein d'exemples d'utilisation qui sont applicables à énormément de départements, de silos, que ce soit en marketing, en vente, en RH, en compta, en finance, en collaboration, etc., etc. Au moment, l'étape où on est aujourd'hui, c'est encore une étape qui est très siloisée dans l'utilisation. Il y a des entreprises qui commencent à essayer de l'intégrer de façon holistique sur tous les champs de leurs entreprises, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est très, très utilisé en silo par des petites équipes ou par des petits départements. Le challenge de demain, puis tu nous en parleras sur Pierre-Luc, c'est la systématisation de l'utilisation. Et ça va prendre des outils qui soient très puissants, mais ça va prendre aussi une culture qui soit efficace. Une autre chose qui a été prouvée, c'est que oui, avec l'IA, on est plus productif, on travaille plus vite, on est plus efficace, et c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi, au-delà de l'accomplissement de plus de tâches plus vite, un vecteur de gain de qualité. Il y a une étude qui a été menée par Harvard et BCG qui prouve en fait que, au-delà de l'aspect purement rapide de l'exécution des tâches, il y a un aspect qualitatif. Donc, il y a un test qui a été fait auprès de 3 populations. Une population qui n'avait pas du tout accès à ChatGPT, une population qui avait accès à ChatGPT mais à aucune consigne, et une population qui avait accès à ChatGPT et à un guide complet sur la façon de l'utiliser avec des guidelines et une marche à suivre extrêmement claire. Ce qu'on a vu, c'est qu'en moyenne, sur les personnes qui n'avaient pas de ChatGPT, les participants obtenaient une note de 4, là où on avait en moyenne une note autour de 6,5, 7 pour les utilisateurs qui utilisaient ChatGPT. Et la deuxième chose qu'on a vue, c'est que quand il y avait un cadre, donc quand il y avait un guide qui était fourni, on avait un plus grand volume de personnes qui avaient une note autour de 6 et 7. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, l'IA permet, enfin, pas évidemment, mais d'une part, l'IA permet d'obtenir un meilleur niveau de qualité, mais quand elle est bien encadrée et avec des guides clairs, on a une meilleure homogénéisation du travail et un travail encore plus qualitatif. Le côté obscur de ça, et c'est ce que dit l'étude, c'est que si c'est pas bien accompagné, on va avoir plus de personnes qui vont faire un travail de moins bonne qualité, plus de biais, plus d'erreurs dans l'utilisation de l'IA, et c'est là où ça peut potentiellement devenir un piège. Donc il faut faire évidemment attention à ça, et on va en parler. Mais le fin mot de l'histoire, c'est une IA avec un bon accompagnement par des humains ou un bon cadre fourni par des humains, c'est très souvent ça qui va vous permettre d'être les plus efficaces. La bonne nouvelle, c'est que c'est ça dont on va parler dans les 45 prochaines minutes. Et c'est ça aussi qui nous permet de déduire que l'IA est autant un sujet culturel que technique. Technique dans le sens où ça prend de la formation pour être capable d'utiliser les outils, mais culturel dans le sens où ça prend une vague plus forte au sein d'une entreprise pour que cette utilisation devienne l'essence même de la façon de travailler et être capable de faire des gros écarts à la fois à l'interne et aussi par rapport à la compétition. Donc voilà pour cette petite introduction. Je vais maintenant te laisser la parole, Pierre-Luc, pour nous parler des piliers de la culture IA.
Oui, bien, avant d'entrer dans les piliers, ce que j'aimerais dire, c'est que l'approche, en fait, ce qu'on aime dire, c'est que c'est people first. Donc, c'est une approche qui est centrée sur les personnes en premier. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui, on va le voir au cours des prochaines minutes, il y a des gens qui craignent l'IA pour différentes raisons. L'idée, c'est ce qu'on aime dire, c'est que l'IA ne remplacera pas les humains. Par contre, les humains qui n'utilisent pas l'IA ou les humains qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Mais malgré tout ça, l'humain reste au cœur de la proposition, reste vraiment au cœur d'une culture d'entreprise, va vraiment, du moins pour les prochaines années, à court, moyen terme, disons. Puis on n'ira pas dans la spéculation aujourd'hui dans les 40, 40, 50 prochaines années. Donc, sinon, on va se perdre, puis on n'a pas de boule de cristal. Mais c'est vraiment une approche qui se veut baser sur les humains. Puis aujourd'hui, l'IA permet justement d'amplifier ce qu'on peut faire comme employé, comme personne, et non de nous remplacer. Donc, on est vraiment focusé sur parce que la valeur vient vraiment des humains, évidemment. Donc, il ne faut pas non plus aliéner les personnes en pensant que ça va remplacer leur travail ou que ça va couper des emplois. On est vraiment plus dans une approche d'amplification. Donc, ça, je pense, c'est le premier point important à dire. Puis, ça doit se ressentir à travers justement d'empathie. Fait qu'en contact des équipes à l'interne, avec peu importe des clients, des équipes, des collaborateurs, il faut que les gens, peu importe le niveau de compétences par rapport à différents outils ou leur niveau d'ouverture, il faut qu'il y ait une empathie. Puis ça, bien, ça passe par des personnes, par des humains. Donc, de garder vraiment ces relations-là au cœur de notre vision. Donc, ceci étant dit, effectivement, 4 piliers qu'on nous, on s'est basé. Puis, je vais faire des exemples, évidemment, sur Frank. Je vais faire des exemples à travers ça avec des clients avec lesquels on collabore, des collaborateurs. Donc, je vais essayer d'amener quelques exemples concrets à travers ce que je vais parler. Mais je vais commencer avec un exemple purement Frank. Donc, nous, c'est sûr que comme agence, comme j'expliquais, nous, le déclic, c'est vraiment fait du moment qu'on s'est dit, ben, on est une petite agence quand même, grosso modo 10-15 personnes. Donc, mais on a l'opportunité de faire plus avec moins grâce à l'IA. Donc, c'était vraiment de se dire, ben, on va prendre vraiment ce virage-là de manière accélérée parce qu'on va être capable justement d'outiller nos employés pour être capable d'être plus productifs, comme tu viens de le démontrer, Clément. Donc, avant de se lancer directement dans l'utilisation de différents outils, puis de se perdre à travers ce qu'on utilise ChatGPT, Claude, ou on va vers Coair, et puis l'entreprise canadienne. Bref, on a pris un certain step back qui était de définir une vision claire avec des objectifs à court, moyen, long terme, mais évidemment d'avoir une vision qui nous amène quand même sur du long terme comme organisation. Puis c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. Nous, comme organisation, on s'est dit, on veut être capable justement de pouvoir devenir à la fine pointe de l'innovation pour permettre justement à offrir des meilleurs services à nos clients, que nos employés soient en mesure justement d'être plus efficaces, de sentir qu'ils font mieux leur travail, puis d'offrir un produit ou un service de meilleure qualité. Donc, la vision est à pencher vers ça. Mais c'est une vision avant tout, je ferais une petite aparté ici, c'est une vision basée sur l'innovation. Donc, l'IA, c'est une chose en soi, mais nous, on s'est dit, l'IA est là aujourd'hui, on est une agence quand même numérique. Donc, le numérique, il n'y a pas si longtemps, c'est l'innovation, tout ce qui était numérique, la création de sites web, applications mobiles, modèle de prédictabilité, justement, qui est propulsé par l'IA. Donc, on s'est dit, nous, en fait, on avait déjà une culture d'innovation à l'interne. Fait que ça pour dire que notre culture est basée sur l'innovation, puis l'IA fait partie, c'est un pilier de plus à ce qui était l'innovation, que ce soit le numérique, que ce soit au niveau purement recherche consommateur à travers d'autres outils. Donc, on est vraiment dans une approche très innovante. Puis ça, c'est un petit conseil que je vous dirais à tout le monde. Je pense que c'est important de garder l'innovation au cœur de vos réflexions, puis que l'IA en fasse partie. Donc, l'IA ne prenne pas de préséance sur l'innovation, c'est sous-jacent à l'innovation en général. Puis comme ça te permet de prendre des virages. S'il y a une autre type d'innovation qui arrive dans le futur qu'on ne va pas encore venir, c'est d'être basé sur l'innovation et non juste spécifique sur l'IA. Parce qu'on aurait pu prendre un virage il y a quelques années sur que Google, la suite Google, ou que sur des fonctionnalités numériques qui aujourd'hui seraient peut-être dépassées. Donc, je vous invite à avoir une vision quand même plus innovante que juste IA. Mais bon, aujourd'hui, pour l'intérêt, on va quand même focuser sur l'IA. Donc, la vision, c'est évidemment, puis pour n'importe quel type d'entreprise, je pense, c'est d'avoir une vision claire. Vous avez une vision d'entreprise, donc c'est important aussi que votre culture IA ou votre vision par rapport à l'IA s'inscrit dans ce que vous faites. Donc, s'inscrit vraiment dans comment vous pouvez amener de la valeur, comment vous pouvez transformer votre organisation par rapport à ce que vous faites sans nécessairement vous dénaturer. Donc, vous devez vraiment prendre votre vision actuelle et amener l'IA l'amplifier à travers cette l'IA va venir remplir votre vision actuelle d'entreprise. Donc, ça, c'est la première étape. Après, on bascule évidemment sur une stratégie, comme encore toute bonne entreprise. Donc, comment l'IA peut venir répondre à vos objectifs d'entreprise. Donc, comment vous allez y parvenir? Donc, ça peut être justement comment je peux créer du contenu plus rapidement, comment je peux avoir des insights consommateurs plus précis, comment je peux automatiser mon processus avec mes clients pour l'approbation de certains, disons, publications aux réseaux sociaux. Fait que, la stratégie se veut à
différents endroits, ça peut être différentes stratégies qui répondent à différents objectifs, mais c'est clair qu'il faut aussi savoir comment je veux me servir de l'IA, comment l'IA peut venir m'aider à bénéficier, comment peut venir nourrir ma stratégie d'entreprise, puis comment l'IA peut donner une stratégie en soi pour justement permettre à mon organisation de croître et d'être stratégique à travers justement mon déploiement. Ensuite, ça prend évidemment un leadership qui est en place, qui est relativement, pas nécessairement un leadership qui est nécessairement assurément fort sur l'IA, mais des gens au moins qui ont une ouverture au niveau de l'IA. Donc, des gens qui croient à ces outils-là, qui croient à ce virage-là pour être capable justement de permettre aux employés de vraiment pouvoir commencer à jouer avec les différents outils, de pouvoir se mettre les mains dedans. Donc, ça prend évidemment une ouverture vers le haut. Sinon, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens dans l'organisation qui vont faire ce qu'on appelle du shadowing AI. Fait qu'ils vont utiliser des outils d'IA sans parler à l'organisation. Fait qu'il y en a qui vont travailler sur ChatGPT, d'autres qui vont être sur Claude, d'autres qui vont utiliser peu importe les différents outils. Puis ça fait en sorte que s'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de ligne directrice claire, puis tout le monde travaille un petit peu dans son coin. Donc, ça prend un leadership fort qui, au moins, est permissible pour que les gens puissent justement amener leurs idées, amener leur façon de faire à la table. Puis, un leadership fort, c'est une chose, mais ça prend une gouvernance, évidemment, qui va permettre de structurer le travail, qui va organiser justement que le flow d'informations, le flow des idées, l'implémentation d'outils, de processus, soit géré de manière efficace et organisée. Donc, comment l'appliquer de façon justement qui va être permissible pour tous, puis qui va aussi permettre surtout aux gens qui ont peut-être moins de facilité de suivre un petit peu justement comment que l'entreprise se dirige, c'est quoi justement un genre de plan de match ou un genre de, j'ai le terme anglais, un schedule, mais justement un genre de dashboard ou de tableau de bord qui permet d'avoir une vision pour tout le monde qui est précis sur les prochains mois, prochaines années. Donc, une gouvernance est essentielle pour ramasser tout ça et la communiquer à l'ensemble de l'organisation, partenaires, clients, même dans certains cas. Donc, c'est un petit peu les 4 blocs, je dirais, qui sont les premiers à remplir avant de commencer à déployer sa culture au sein de l'entreprise. Merci. Ce qui nous amène aux étapes d'adoption de l'IA. Et ce qu'on voit, c'est que on est encore loin du compte par rapport à, même si ça fait 2 ans que ça existe, ou que ça existe en tant qu'IA générative, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir au sein des entreprises. Oui, puis nous, on l'a défini en 4 étapes. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui vont se reconnaître à travers ça. Donc, la première étape, c'est un petit peu le modèle un peu comme on a vécu avec le COVID. C'est vraiment basé sur des facteurs humains. C'est un peu un déni face au changement, comme on le voit dans différentes situations. Donc, première étape, c'est effectivement le déni. Donc, au niveau des drivers d'adoption, il y a une peur, il y a un stress, peur de perdre son emploi, le stress de ne pas être au niveau, d'être capable d'utiliser des outils, de se sentir laissé derrière. Donc, il y a un début d'intérêt au niveau de l'utilisation, mais c'est dépriorisé au niveau de l'organisation. Il n'y a pas de budget attitré à ça, il n'y a pas de rôle défini. Donc, c'est la culture qu'on appelle le AWAC. C'est quoi? On se questionne un peu même c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, on bascule vers une entreprise un petit peu plus mature qui est en phase découverte. Donc là, c'est vraiment une curiosité, il y a des opportunités qui semblent se pointer le bout du nez, qu'on veut saisir. On expérimente de manière désorganisée, mais il y a des gens qui sont un petit peu plus matures au niveau de l'utilisation dans l'organisation. Il y a des gens qui sont complètement dans le déni. Donc, c'est un petit peu, on est dans une phase découverte, il y a des budgets de formation, des outils tranquillement qui commencent à être déployés, mais il n'y a pas de rôle spécifique. Donc, on est vraiment dans une culture de AI please, donc on veut en savoir plus, mais ça se fait un petit peu plus, disons, par opportunité et par département, donc c'est évidemment pas centralisé. Ensuite, il y a l'exploration. Lorsqu'on est plus dans une vision un petit peu plus mature, où on voit vraiment des réductions de coûts potentiels se pointer le bout du nez, des avantages compétitifs qui nous permettent de se démarquer dans le marché et d'amener une valeur ajoutée que d'autres entreprises dans notre domaine n'offrent pas. Donc, il y a des processus et des stratégies qui se mettent en place. Il y a des outils qui sont infusés. On peut penser à Copilot, par exemple, de Microsoft, qu'on voit de plus en plus d'organisations avoir Copilot pour les gens qui sont sur la suite Microsoft. Donc, des rôles attribués. On voit tranquillement apparaître des Chief AI Officers ou des leaders dans le département de marketing. Il y a des gens qui sont un petit peu plus définis comme étant les leaders d'un point de vue IA. Il y a un leadership qui est plus centralisé. Il y a des budgets dédiés pour mettre en place différentes solutions, différents outils. Donc, on est dans un mode AI first, un peu comme on a pu voir mobile first récemment ou digital first. Donc, on est dans cette veine-là. Et finalement, on arrive dans l'entreprise très mature où on est dans une transformation complète, où il y a vraiment la génération de revenus additionnels grâce à l'IA dans une culture d'innovation
à tous les niveaux. Donc, c'est intégré partout, tant au niveau RH, finance, marketing, ainsi de suite. Des technologies custom qui se déploient, qui se mettent en place, qui apparaissent, et évidemment une gouvernance, budget significatif, donc ce qu'on appelle la culture de AI everywhere, AI partout. Donc c'est un petit peu les 4 phases identifiées aujourd'hui pour être capable de voir où est-ce qu'on est. Moi, on dirait que 90% du marché en ce moment est plus dans la phase 1 et 2. Je dirais plus la 2 maintenant. La phase déni, je pense qu'il y a encore des gens qui sont un certain déni, mais ça reste que les gens prennent conscience que, bien évidemment, le marché s'en va vers ça. Donc, on est plus à la phase découverte. Je dirais, avant de passer à la prochaine diapo, Clément, il y a souvent un gap ou un espace entre la phase découverte et exploration. Ce qui arrive, c'est là l'avantage vraiment que les PME vont pouvoir saisir. C'est que surtout dans une grosse organisation, j'ai donné des formations, j'ai parlé avec plusieurs grandes organisations, sans les nommer, mais où ce que, quand on arrive entre la phase découverte et exploration, on se rend compte que, OK, il y a beaucoup de défis. Puis on va avoir quelques-uns, mais il y a un défi au niveau de la cybersécurité, il y a un défi évidemment éthique, les biais, le côté environnemental, le côté expertise, c'est quoi les bons outils pour nous. Donc, évidemment, il y a un audit à faire. Puis ce qui fait que souvent, les grandes entreprises où c'est plus procédural, où il y a plus de politique rigide à l'interne, eux, avant de basculer vers la phase exploration, ils vont dire, OK, time out. On va devoir probablement engager quelqu'un qui va être le grand Manitou, la personne qui va gérer cette transition-là. Donc, il y a un moment, il y a un délai qui se met en place où ils ont dit, tu sais quoi, on gèle tout. On ne veut pas que les gens, justement, utilisent des outils où on pourrait avoir un bris de données ou qu'on pourrait se faire, il y aurait un enjeu de cybersécurité ou autre. Donc, on interdit même souvent l'utilisation d'outils IA dans le cadre du travail. Fait que là, on va trouver un Chief AI Officer. Ça va prendre 6 mois pour trouver cette personne-là. Une fois qu'on a trouvé la personne, là, on va vouloir que cette personne-là rencontre les RH, département IT, marketing, finance, ainsi de suite, design, innovation, ingénierie, peu importe, selon l'organisation. Ce qui fait qu'il y a un grand audit qui va prendre 6 mois, 1 an. Il va y avoir un rapport qui va être mis de l'avant. Il va y avoir des retours, des échanges. Bref, tout ça pour dire que 2 ans, ça va prendre 2 ans pratiquement avant que l'entreprise soit à l'aise pour implanter les fruits du travail pour basculer finalement vers une suite d'outils qui va être permissible, ainsi de suite. Donc, ça fait qu'il y a une perte de temps, il y a une perte, disons, d'innovation qui se met en place dans des grandes organisations, alors que les plus petites PME qui sont beaucoup plus malléables, encore une fois, comme je dis à l'entrée de jeu, aujourd'hui, grâce à l'IA qui est très permissive, ça coûte un 20 exemple, pour un chat GPT version Omni, disons la version 4 Omni, c'est pas une facture qui est très salée. Même plusieurs pigistes travaillent déjà avec ces outils comme ChatGPT. Donc, il y a un coût d'entrée qui est très réduit. Donc, les PME vont pouvoir rapidement saisir cette opportunité-là pour accélérer, puis même souvent offrir de la valeur, peu importe si vous êtes dans du B2B, dans du service ou autre, vous n'allez pas offrir de la valeur que même les grandes entreprises ne peuvent pas offrir. Donc, il y a vraiment une carte à jouer à ce niveau-là pour les PME. Puis, je voyais qu'on avait beaucoup de PME avec nous aujourd'hui. Donc, c'est quoi l'important à garder en tête que vous allez pouvoir vous différencier à ce niveau-là. Courbe d'innovation, sans surprise, c'est un peu quand on lance un marché un produit sur le marché, il y a toujours une différente phase au niveau d'adoption des audiences. Donc, toujours à peu près un 2,5% d'innovateurs, donc des innovants, des gens qui sont enthousiastes face à l'innovation, quelle qu'elle soit, qui vont naturellement être très sensibles à cette nouveauté-là. C'est un peu les chiffres qui reflètent, disons, l'industrie des voitures électriques, par exemple. Là, on est plus mature, mais au début, c'était très, très niche. Puis ça prenait quand même des gens qui étaient vraiment friands d'innovation, qui veulent justement tester des nouveaux produits. C'est la même chose avec l'IA. Donc, l'innovation qui représente un petit pourcentage des gens qui utilisent ces outils-là. Après, à peu près un 13,5% qu'on appelle les adopteurs précoces. Donc, c'est des enthousiastes avec un peu plus de réserve, mais qui sont quand même curieux, qui veulent tester différents produits, qui se font aussi souvent influencer par des innovateurs, il faut le dire. Donc, c'est les gens qui sont les plus prêts à avoir une écoute et à se laisser influencer par des gens au sein de l'organisation qui sont innovateurs. Après, on va vers la majorité précoce, qui là, on est rendu à peu près autour de 50% du marché. Et une fois que la tendance est sur le marché, là, on descend vers une courbe plus descendante où ce qu'on arrive, tu peux décaler la suite de la courbe, Clément, mais on arrive vers tout ce qu'on appelle la majorité tardive, les retardataires ou les laggers en anglais. Donc, ça représente à peu près 100% du marché. Donc, c'est intéressant à garder en tête pour bâtir sa culture, c'est être capable de rapidement identifier dans son organisation qui sont les innovateurs. Puis j'espère que vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous êtes là aujourd'hui, donc c'est à vous peut-être de devenir ces innovateurs-là. Il n'est quand même pas trop tard.
Mais ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, moi, ce que j'aime dire, c'est souvent une culture de bottom-up, top-down. Donc, une courbe ascendante, descendante. Donc, souvent, la réalité, c'est que les innovateurs, c'est les gens qui ont les mains dedans. C'est les gens qui sont beaucoup plus tactiques dans l'opérationnel, donc qui vont vraiment créer du contenu, qui vont faire les calendriers éditoriales. Puis, je prends un exemple, disons, Frank, nous, on est vraiment une agence qui crée du contenu. Il y a beaucoup de nos mandats qu'on doit faire des calendriers éditoriales ou des éditoriaux, pardon, pour nos clients. Donc, c'est souvent les gens, nous, l'innovation est vraiment venue des gens qui étaient les mains dedans, qui créaient des contenus, qui étaient dans l'organisation, dans la gestion de projet, dans la rédaction, dans la stratégie. Donc, souvent, tu as ces gens-là qui se disent, ben moi, il y a des tâches que je fais qui ne me plaisent pas, mais je comprends que ça fait partie de mon travail, mais j'ai, grâce à l'IA, vu certains outils ou certains processus qui me permettent de réduire mon temps sur des tâches qui ne me plaisent pas. Donc, je vais gratter un petit peu ce sujet-là pour devenir plus performant, puis surtout, mettre plus mon temps sur des tâches à haute valeur ajoutée qui me stimulent, puis délaisser des tâches moins pertinentes. Donc, souvent, ça vient du bas de la. Puis là, quand je dis le bas, on est quand même vraiment pas hiérarchique chez Frank, mais disons des gens qui sont un petit peu plus justement les mains dedans, comme je disais. Mais d'autre côté, ça prend des gens au niveau plus leadership, au niveau plus gestionnaire qui sont vraiment plus les mains, disons, sur le volant, au niveau qui guide un peu l'organisation et son évolution, qui vont permettre justement que des gens qui sont innovateurs, qui vont leur permettre de leur créer un terrain de jeu, qui vont pouvoir justement utiliser différents outils, qui vont pouvoir pousser leur innovation. C'est souvent ce sweet spot-là, ce 15 %-là de top-down, bottom-up, disons. Fait que ça prend des gens qui vont permettre aux gens plus bas de faire sortir les idées, puis les dirigeants, disons, qui vont mettre en place le cadre de travail, la gouvernance, qui va enrichir cette innovation-là, puis après, qui va contaminer les autres dans l'organisation. Donc, c'est un endroit qui est important sur lequel taper rapidement pour après pouvoir justement implanter cette culture-là. Tout à fait, super intéressant. Pierre-Luc, merci pour ces piliers. Et puis, après, la vraie question, c'est, on a compris qu'il fallait le faire, mais comment on fait? C'est ça que tu vas t'attacher à essayer de faire ou à donner quelques clés dans les prochaines minutes. C'est comment, dans la vraie vie, on essaie de déployer une culture IA au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit. Absolument. Donc, moi, j'aime bien dire qu'on va passer de l'économie du savoir à l'économie de l'allocation. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'économie du savoir, c'est évidemment, récemment, jusqu'à hier, la façon de parler, les gens se démarquaient, étaient même souvent promus par le savoir qu'ils avaient. Oui, leur relation, mais il y avait une question aussi de compétences. Donc, plus tu étais compétent, que tu avais de notions sur un sujet, plus que tu pouvais monter en grade, puis plus que tu pouvais te démarquer. Aujourd'hui, un chiffre qui est important à garder en tête ou à savoir, c'est que 12 des travailleurs, de manière générale, sont des gestionnaires. Et donc, 88 c'est des exécutants. Fait que ça veut dire que seulement 12 des gens dirigent des équipes, vont donner des commandes, je peux dire, ou des consignes pour que des gens qui se rapportent à eux vont répondre et qui vont livrer justement ces commandes-là. Alors que 80 des gens sont plus en mode opérationnel, exécution, mais qui n'ont pas de personne à qui déléguer des tâches. Ce que va amener l'IA, ça va élever que tout le monde va donner des gestionnaires en quelque sorte. Donc, quand on parle d'économie d'allocation, l'allocation, c'est d'allouer des tâches, donc de déléguer. Donc, tout le monde va devoir basculer vers ce 12 de gestionnaires-là, d'un point de vue au moins état d'esprit, d'un point de vue façon de voir les choses, façon de travailler, question de mindset, pour être capable maintenant de donner des tâches à une gamme d'outils. Puis vous le savez, ceux qui utilisent déjà l'IA, vous connaissez le mot prompt, par des prompts. On en fait sur différents outils, Midjourney, que ce soit Runway ou même ChatGPT, évidemment. Donc, c'est de prendre, puis plus que ton prompt est bien rédigé, plus qu'il est étoffé, plus qu'il est concis, plus que le retour de la réponse qu'on va avoir, plus que ça va être pertinent comme résultat. C'est la même chose quand vous dirigez un employé. Plus que quand vous donnez du contexte, vous dites à votre employé ce que vous attendez, c'est quoi vos attentes, à qui vous adressez, c'est quoi vos objectifs, ainsi de suite. Mais plus qu'il y a une chance que le résultat que votre employé vous donne, une fois qu'il vous rend son travail, plus que vous allez être satisfait. Et bien, c'est la même chose avec les outils d'IA. On en a parlé plutôt, Clément, quand tu présentais c'est quoi l'IA, ça veut répliquer l'humain. Donc, tout le monde va devoir être beaucoup plus consciencieux de la façon dont ils vont donner leurs consignes. Puis quand on travaille avec un ChatGPT, vous le savez, plus que vous êtes précis, plus que le résultat est satisfaisant. Mais c'est la même chose. Que vous gérez ChatGPT ou que vous gérez un humain, c'est le même niveau de consigne, la même pertinence de consigne qui doit être donnée. Donc, c'est pour ça que tout le monde doit s'élever en tant que gestionnaire. Et c'est pour ça que quand on dit de passer l'économie du savoir à l'économie de l'allocation va devenir si important.
Donc, ça, c'est important de le dire en entrée de jeu, que c'est vraiment un changement de mindset qu'il faut garder en tête. Donc, il y a plusieurs actions. On a résumé ça en 6 actions principales pour vraiment que vous bâtissiez une culture IA qui est pérenne. La première, c'est les compétences. Donc, évidemment, on ne peut pas non plus échapper aux compétences au niveau de notre environnement. Donc, évidemment, dans un premier temps, si vous avez des employés qui sont déjà assez matures d'un point de vue IA, c'est sûr que ça permet d'être assez plus rapide dans l'exécution, puis ça permet d'être capable justement d'influencer ses pairs autour de nous. Mais dans tous les cas, c'est de créer un environnement où l'apprentissage continue de valoriser et encourager, évidemment. Donc, avec des programmes de formation en IA accessibles à tous les niveaux de l'organisation. Donc, comment? Ben, déjà, les gens qui sont ici aujourd'hui, c'est déjà un point de départ. Donc, investir dans les cours, certification. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Google a lancé il y a 2-3 semaines sa première certification en IA qui s'appelle, je pense, c'est Google AI Essentials. Donc, pour ceux qui veulent amener un beau credential sur leur LinkedIn ou sur leur CV, j'encourage à faire la formation Google Essentials AI. Donc, ça a été lancé récemment, mais évidemment, avec la fusée et autres types de formation, ben, ça permet justement de commencer à s'éduquer puis vraiment se mettre les mains dedans. Aussi, tout ce qui est autodaxie, donc offrir des ressources, du temps dédié à l'apprentissage, des projets personnels, du mentorat. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de newsletters qui existent qui sont pertinentes, beaucoup de gens sur X qui sont pertinents. Il y a des gens sur YouTube qui donnent des formations en continu qui sont très riches en partage. Donc, d'être capable de soi-même, de se motiver puis d'aller chercher ces outils-là pour devenir plus fort en compétences, ben, c'est un des points de départ. Donc, voilà. Avec la compétence, évidemment, on ne peut pas y échapper. L'autre, ben, c'est encourager une culture d'innovation et d'expérimentation pour tester des nouvelles idées et des solutions d'IA. Donc, mise en place d'un comité mensuel où chacun propose des outils à tester pour répondre à des besoins ou remplacer une tâche compliquée qui sont peut-être des tâches, justement, comme j'expliquais, plutôt fastidieuses, qui vont favoriser l'innovation et l'amélioration continue. Nous, chez Frank, on a créé à chaque mois, même à chaque semaine, je dirais plutôt de manière mensuelle, on a ce qu'on appelle Era of AI. On a créé une rencontre mensuelle où on se voit 45 minutes les vendredis matins. Puis, c'est vraiment, souvent, on va le gérer. Donc, on a une personne qui est comme notre champion qu'on a nommé. Puis lui, ben, il va être responsable de gérer un petit peu le flow de cette rencontre-là. Puis là, ben, on a passé d'outils. OK, nous, on veut qu'on crée beaucoup de contenu. C'est quoi l'outil qui est le plus adapté pour Frank pour faire de la création de contenu visuel? Fait qu'on a testé différents outils, Midjourney, DALL-E, Firefly avec Adobe, on en a Stable Diffusion, on en a testé plusieurs. Puis on se rend compte avec un sujet défini à chaque semaine. Puis durant la semaine, mais on se mandate, chaque personne dans l'équipe, de tester un outil qu'on aura choisi, qu'on aura présélectionné. Puis on teste l'outil, puis on revient avec des conclusions. Puis on se dit, ben, nous, on pense que c'est Midjourney qui est plus adapté parce que le niveau de qualité, il répond plus à nos besoins. Mais c'est vraiment d'être capable de mettre en place ce genre de moment-là dans la semaine où on se rend compte, qu'on échange, qu'on discute. On l'a fait pour du text-to-text, pour du côté plus vidéo. Même, on a réfléchi récemment à basculer de Asana à Notion AI, qui est un outil de contenu gestion. Fait on se donne vraiment, on met ces comités-là en place pour se challenger, pour justement ben, que les gens soient qui baignent à travers ces différents outils-là, puis qu'on se donne aussi des tâches pour vraiment utiliser les outils. Donc, ça, c'est une autre thématique. Les processus, bien évidemment, tout ce qui est la gestion évolutive, donc l'intégration de l'IA dans les processus et métiers existants. Donc, promouvoir une approche de gestion, comme j'expliquais, où les exécutants deviennent les gestionnaires. Donc, c'est important de nourrir ce changement-là. Fait que tout ce qui est outils IA pour améliorer le travail et prendre des décisions plus éclairées, ben, ça fait partie au cœur justement de nos processus. L'exemple que je viens de dire, c'est exactement ça, de basculer de Asana à Notion AI. C'est un exemple justement de trouver des outils qui vont améliorer nos processus, qui vont nous permettre d'être plus efficaces, d'être moins de perte de temps. Donc, de revoir les processus avec des outils d'IA existants, ben, c'est de quoi que nous, évidemment, qui est au cœur de nos réflexions. Puis, quand il y a une valeur ajoutée, quand il y a de quoi qui est tangible, que les gens voient qu'il y a réellement il y a un bénéfice dans leur quotidien, ben, ça l'aide justement à avoir une réceptivité face au changement. Donc, en quatrième point, tout ce qui est la responsabilité, évidemment, c'est une thématique qui est clé chez nous, chez Frank, même dans le groupe intégral, qui est vraiment au cœur de nos préoccupations. Donc, d'adopter des pratiques de développement et d'utilisation d'IA qui prennent en compte les impacts sociaux et éthiques. Donc, on a beaucoup de gens, évidemment, qui ont des aspects éthiques, tant au niveau B Corp, au niveau environnemental, au niveau des billets. Je pourrais en nommer plusieurs. Donc, c'est d'adopter des pratiques éthiques en IA qui établissent des principes clairs, comme par exemple interdire l'utilisation des humains dans le contenu qu'on produit. Donc, ça, nous, après avoir fait une rencontre à l'interne, on ne voulait pas encore franchir le poste que dans le contenu qu'on créerait,
il y aurait de l'IA il y aurait des humains qui seraient générés par l'IA pour différentes raisons. Un, pour une question de transparence que je vais parler par la suite avec nos clients, mais aussi avec notre audience. Une question aussi de, disons, protectionnisme de l'industrie, donc de protectionnisme au niveau des acteurs, au niveau du domaine de l'UDA, par exemple. On est membre de l'UDA, donc on veut respecter certains cadres à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un exemple qu'on a mis en place éthique dans notre politique. Donc, aussi au niveau des données sensibles, donc on ne prend jamais aucune donnée de nos clients où il y a des chiffres, où il y a des... ça parle de part de marché, ça parle de stratégie. Fait qu'on se garde une réserve aussi sur les données qu'on va prendre et qu'on va mettre dans un outil d'IA pour aller chercher l'intelligence. Donc ça, moi, je vous dirais pour la partie responsabilité, c'est hyper important, j'espère, que vous avez une politique peut-être de responsabilité sociale que vous avez déjà en place, puis l'IA va venir se greffer à ça. Ce n'est pas nécessairement de réinventer la roue, mais comment, encore une fois, vos politiques existantes, comment vous pouvez ajouter l'IA là-dedans pour ne pas dénaturer qui vous êtes comme organisation. Ensuite, il y a la transparence qui est clé également. Donc, maintenir une communication qui est ouverte, qui est transparente sur vos façons de travailler à travers comment vous utilisez l'IA au sein de votre entreprise. Puis c'est de le faire de manière documentée, de le partager avec vos clients le plus possible. J'invite vraiment à partager vos politiques, en fait, la façon dont vous travaillez avec vos clients, dans quel moment que vous l'utilisez ou que vous ne l'utilisez pas, vos pigistes, vos partenaires, vos employés. Donc, c'est d'avoir la plus grande transparence possible, même quand vous embauchez des gens. Nous, on a déjà voulu embaucher des gens qu'eux étaient très puristes, c'est très correct, puis je respecte ça. Puis que pour eux, l'IA, c'était du plagiat. Ça serait un autre débat. Mais on a dit, nous, voici comment on l'utilise. Puis on est quand même ouvert à vous avoir dans l'organisation parce qu'on va amener un débat, on va amener justement une richesse des points de vue pour pouvoir en débattre puis évoluer. Mais on est transparent dans tous nos processus à travers nos relations qu'on a. Donc, ça, c'est de quoi qui mérite d'être documenté, partagé sur la façon dont vous utilisez l'IA. Et finalement, c'est de mettre en place justement cette politique-là. Donc, déployer une politique sur l'IA, comment vous l'intégrez à travers justement votre utilisation. Mais comme j'expliquais, c'est de l'intégrer dans une politique globale qui est au cœur de qu'est-ce que votre marque est. Fait que votre vision d'entreprise, votre mission, vos valeurs, vos promesses de marque, comment l'IA s'intègre là-dedans. Fait que c'est pas encore une fois de créer une politique IA qui vit comme un stand-alone, mais comment votre vision de l'IA, comment l'utilisation de votre IA va venir s'ajouter à votre politique d'organisation plus macro. C'est un peu ce que je vous invite à faire. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que c'est important d'avoir une vision qui est aussi transversale et non juste spécifique à l'IA. Parce que vous avez une culture d'entreprise déjà qui vit, vous êtes déjà que à travers votre vision, à travers vos employés, à travers votre évolution d'entreprise, fait que la culture est là. Fait que l'idée, c'est comment que l'IA va juste venir teinter cette culture déjà présente puis comment elle va la faire évoluer et non créer deux solitudes. Une culture IA qui est un stand-alone puis une culture d'entreprise qui est ailleurs. Puis là, ça crée des séparations à travers les employés. Donc, c'est vraiment de l'amener à travers qui vous êtes comme entreprise. Ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile de l'intégrer que de le gérer comme un projet à part qui est comme détaché, disons, de votre entreprise. Donc, parlant de politique, justement, pour faire un petit peu du pouce sur une politique, là, je vois le temps qui file. On vous a quand même, c'est un document qu'on va vous partager à tous, donc on pourra vous l'envoyer par la suite. Mais en gros, quelques critères rapidement, c'est pas 100% exhaustif, il y a d'autres critères, mais au moins comme base de travail. L'utilisation est autorisée. Donc, dans quel contexte que vous pouvez utiliser l'IA, puis que vous pouvez partager à vos employés, vos clients, vos partenaires. Donc, spécifier le cadre et les tâches pour lesquelles les employés sont autorisés à utiliser, par exemple, un chat GPT. Donc, au niveau de la recherche, ça marche. Analyse de données, aide à la rédaction, créer des images pour un processus d'idéation. Donc, ça, c'est des exemples où vous pouvez être très clair sur les modes d'utilisation. Donc, important de le documenter dans un premier temps. Après, tout ce qui est question de sécurité. Donc, les employés sont responsables, évidemment, du maintien de la sécurité de leur identifiant, des connexions ne doivent pas être partagées. Donc, très similaire à vos identifiants email. Donc, très similaire à ce qu'on peut utiliser déjà dans Google Analytics, vos identifiants pour vous connecter comme admin sur vos plateformes de réseaux sociaux, vos sites web. Mais c'est juste de penser qu'il y a évidemment ça qui se rajoute à votre inventaire d'outils que vous utilisez et que vous devez sécuriser. Donc, encore une fois, ça va de soi, mais vos employés sont imputables de signaler immédiatement s'il y a une activité suspecte, ou une violation de la sécurité. Donc, c'est de rendre aussi vos employés imputables à travers l'utilisation des outils. Après, tout ce qui est confidentialité, bien évidemment, on parlait des 12, les exemples de ce qu'on peut faire, et de quoi pas faire non plus, c'est important. Fait que les do's and don'ts, spécifier les informations que les employés ne doivent pas divulguer en aucun temps. Par exemple, des secrets commerciaux, informations financières, données clients,
ainsi de suite. Donc, d'être clair là-dessus et de le partager à travers votre organisation. Activités interdites, là, on revient sur le niveau éthique. Donc, spécifier les activités pour lesquelles vos employés ne doivent pas utiliser ChatGPT, évidemment, activités illégales, diffusion de fausses informations, activités contraires à l'éthique, bref, ainsi de suite. Donc là, c'est là qu'on vient vraiment rattacher ça à votre politique d'entreprise qui doit déjà sûrement être existante. Sinon, c'est une bonne façon de vous faire une politique IA, mais qui est aussi une politique d'entreprise de manière générale par rapport à vos biais, par rapport à vos valeurs, ainsi de suite. Donc, ça permet justement de mettre en place cette grande politique-là qui est un petit peu plus transversale. Donc, c'est quelques C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait chez Frank, de créer, enfin, de saisir l'opportunité, tant qu'à faire, de faire une politique générale pour tous vos employés. Oui, exactement. Puis là, ici, on vous a mis quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs parce qu'on a une politique qui est un petit peu plus établie que ça. Tu peux les faire défiler de toute façon, Clément, je ne penserai pas point par point. Nous, ce qu'on a fait, comme tu dis, on a, dans un premier temps, revu un peu qui nous sommes comme organisation. On a revu notre stratégie de marque. C'est quoi notre vision d'entreprise, quelle mission qu'on se donne, c'est quoi nos valeurs qu'on prône. Puis la réalité, c'est qu'une entreprise qui est B Corp, puis qu'elle soudainement veut devenir utiliser l'IA, il n'y a pas de problème. Par contre, l'IA est très énergivore. Donc, si vous êtes vraiment à utiliser l'IA beaucoup, ça va un peu à l'encontre de vos valeurs de B Corp. Ça, c'est de quoi garder en tête. Puis c'est de quoi qui doit être discuté avec les gens de votre organisation parce que nous, il y a des gens qu'on a engagés qui ont une vision qui est très, justement, très B Corp, entre guillemets. Ils sont très sur l'environnement, comme beaucoup de gens. Puis soudainement, on commence à utiliser l'IA de manière excessive puis qu'on réalise que notre empreinte carbone est vraiment, disons, assez élevée. On va se faire dire par nos employés, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai joué une organisation qui était quand même, somme toute, avec des valeurs environnementales, puis soudainement, on y fait défaut. Donc, c'est là que je vous dis, prenez le temps de regarder votre entreprise de manière générale, puis comment l'IA répond à ça. Puis des fois, ça va vous amener à vous challenger sur votre politique générale, puis dire, tu sais quoi, là-dessus, on est peut-être trop sévère, on va être un petit peu plus permissible. Donc, tout ce qui touche, par exemple, le côté responsable, sécurité de données, le côté éthique, comme moi, je donnais l'exemple, on n'utilise pas d'humains dans le contenu qu'on va créer, qui va être vu par les audiences des clients, par exemple. Au niveau des biais, comment on gère les biais, c'est quoi pour nous qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça a été vraiment ça le point de départ. C'est de revenir sur nous qui nous sommes comme organisation et après de greffer la politique IA à travers ça. Moi, je vous dirais dans un premier temps, essayez pas de tout couvrir, tous les angles inimaginables. C'est facile d'aller sur ChatGPT et de demander à ChatGPT, voici un peu qui est mon organisation, bâtissez-moi une politique d'IA, ou même d'aller sur le web, sur Google, sur Perplexity, puis de demander une politique IA existante. Vous allez en trouver de Microsoft, vous allez en trouver de Samsung, vous allez en trouver plein. Mais souvent, vous allez en trouver qui ont 40, 50, c'est un PDF avec 50 pages. Si c'est trop compliqué, vous allez vous perdre là-dedans. Vous allez juste comme y faire fi. Donc, commencez petit, puis au fur et à mesure, rajoutez des points au fur et à mesure que vous l'utilisez. Rendez-la évolutive. Allez pas trop dans le micro-détail. Soyez plus quelques points éthiques, données, le côté responsabilité. Peut-être 4-5 points qui sont importants pour vous. Mais essayez pas d'être trop exhaustif, sinon vous allez vous perdre, puis les gens ne vont juste pas la lire, puis ils ne vont pas la mettre en application. Donc, commencez simple, puis au fur et à mesure que vous l'utilisez, que vous la partagez à vos clients, vous la partagez à l'interne avec des partenaires d'affaires, eux vont peut-être vous partager des points de vue qu'ils ont, puis ça va vous permettre d'évoluer. Mais commencez simple pour après y racheter de la valeur, c'est le conseil que je vous donne. Exact. Et puis, parfois, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand on fait ce genre d'exercice-là, mais à la fin de la journée, on se rend compte que c'est toujours utile parce que c'est un point de départ qui permet ensuite de nourrir les réflexions, surtout sur ces sujets qui sont assez nouveaux et où la perception des uns et des autres est extrêmement différente au sein d'une même organisation souvent. Donc, ça engage les conversations et c'est toujours intéressant. Pour avancer, il y a quand même des enjeux, des défis qui sont reliés à tout ça, qui font un lien direct avec tout ce que tu viens de mentionner dans une transition vers l'IA. Oui, on peut passer quand même rapidement. Il y en a trois qu'on a mis de l'avant. Il y en a plus que ça en réalité. C'est les trois peut-être les plus challengeants qui vont venir le plus vite au-devant de la scène. Le côté organisationnel, donc évidemment, il y a la résistance au changement au niveau de la culture d'entreprise, des façons de faire qui sont peut-être plus une façon où les gens sont plus habitués d'une certaine façon, puis dire qu'on bascule vers une autre façon de faire, ça peut être compliqué. Moi, ce que je dirais au niveau de l'organisation, puis c'est une vieille phrase d'un écrivain que j'aime plutôt quand j'étais plus jeune, que je disais, William Faulkner, un écrivain américain qui disait « Don't fall in love with your darlings ». C'est vrai en création. Fait que tombe pas en amour avec tes darlings, tes amoureuses, je ne sais pas. Souvent, on reste accroché à des façons de faire qu'on est habitué, puis on tombe en amour avec ça. Comme dans un processus créatif
faut que tu tombes en amour avec ton idée. Puis au fur et à mesure que tu évolues dans le projet, ton idée n'est peut-être plus la bonne idée. Fait que soyez ouverts, évidemment, à ouvrir au changement, à trouver des façons qui vont vous permettre de basculer vers des façons qui vont peut-être être plus compliquées au début pour transiter, mais une fois que vous allez avoir pris le temps d'essayer des nouvelles façons de faire, ça va vous donner beaucoup plus de valeur dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, il y a un défi, évidemment, de changement. Il y a une diapo à la fin qu'on va revenir là-dessus, donc c'est de quoi, évidemment, garder en tête. Le côté technique, bien sûr, qu'il y a des problèmes aussi reliés à l'utilisation des outils technologiques, uniformisation des outils. Donc, c'est sûr que moi, je suis plus à l'aise avec un outil qu'un autre. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup Midjourney quand je crée du visuel, quand j'amuse pour faire des mood boards. Puis, nous, on est tous ici sur Midjourney à l'interne. Par contre, il y a des gens qui vont arriver des externes qu'on va engager. Puis, eux sont plus aptes à utiliser, exemple, Firefly avec Adobe, ou ils vont utiliser DALL-E tout simplement à travers ChatGPT ou autre type d'outils. Donc, c'est d'être capable aussi d'avoir une ouverture pour avoir des nouvelles personnes qui jouent à l'équipe, qui ont peut-être d'autres outils qu'ils utilisent ou d'autres facilités à utiliser différents outils. Donc, le côté technique, c'est d'être permissible, d'être évolutif à travers justement cette utilisation-là et d'être dans un mode toujours testing, évolution. Donc, voilà. Donc, un outil, évidemment, il y a des défis techniques, mais qui est quand même relativement simple, sachant que les outils sont quand même plutôt simples quand on utilise des plateformes natives. Donc, quand on n'est pas avec l'API, mais qu'on est vraiment sur un ChatGPT, un Midjourney, il y a quand même une facilité d'utiliser les différents outils en ce moment qui sont très permissibles. Donc, c'est un outil qui est quand même relativement facile à contourner. Et le côté éthique et l'autre défi, considération éthique autour de l'IA, transparence, responsabilité, les biais, le plagiat. Donc, c'est sûr que c'est des sujets qu'il faut qu'ils soient abordés, comme on parlait. S'il y a des gens dans votre équipe qui, pour eux, par exemple, trouvent que l'IA, c'est du plagiat, puis on sait qu'il y a un gros sujet là-dessus. Il y a le New York Times qui poursuit derrière OpenAI. Ça, c'est de quoi qui mérite d'être discuté. C'est de voir quelle ouverture que vous avez par rapport à ça. Est-ce que ça met en cause justement votre utilisation ou pas de l'IA? Ça revient à vous après par rapport à vos valeurs, vos façons de voir les choses, de trancher un peu sur le oui, le do's and don'ts. Mais c'est les principaux défis auxquels vous allez sûrement faire face en mettant en place cette culture-là. En terminant, avant de passer aux questions, c'est la conduite du changement. Donc, c'est un processus à prendre en compte. C'est un petit peu, la réalité, c'est un peu ce qu'on vit avec n'importe quel changement auquel on fait face dans une organisation. Ça vient un petit peu ça vient un peu boucler la boucle sur ce qu'on a vu initialement, le déni dans un premier temps. Donc, le refus de comprendre c'est quoi. Souvent, ce qu'on voit, c'est les gens qui ont peur d'être remplacés par l'IA. Je répète ce que j'ai dit, mais l'IA ne remplacera pas les humains. Par contre, les humains qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. C'est capable de faire comprendre aux gens qu'il y a une évolution qui doit se faire. Après, évidemment, la résistance au changement, le refus de comprendre ici par rapport à ce changement-là qui est l'IA. Donc, si vous avez une politique qui est claire, qui est ouverte, qui est évolutive à travers le temps, où ce que vos employés peuvent faire partie de l'évolution de votre politique, ça va vraiment vous aider à minimiser la résistance au changement. Donc, n'arrivez pas qu'une politique, voici la politique, c'est fini. Assurez-vous que vos employés prennent part à cette politique-là, puis de la laisser évolutive, ça va aider à basculer vers l'étape 3, disons, de l'évolution de la conduite du changement. Donc, ce qu'on appelle la décompression qui va se faire à travers ce qu'on disait, des formations, de l'accompagnement. Puis même, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé, moi, j'ai beaucoup de gens que je rencontre qui ont utilisé ChatGPT 3.5 à l'époque. Puis je l'ai utilisé, puis finalement, c'était pas super bon les réponses. Fait que j'ai arrêté d'utiliser l'IA parce que, j'avais pas les résultats voulus. Évidemment, ça a évolué beaucoup depuis la dernière année ou depuis les 2 dernières années. Donc, s'il y a des gens qui l'ont utilisé il y a quelques mois puis qui ont décidé de ne plus l'utiliser, je pense que les leaders au sein de votre organisation, les adopteurs puis les gens qui sont un petit peu plus, justement, matures au niveau de l'utilisation, c'est un petit peu à eux aussi de faire valoir comment l'évolution de différents outils a permis justement d'aller chercher des résultats beaucoup plus précis, sophistiqués. Donc, des fois, c'est de réutiliser des outils pour justement tester comment les outils sont beaucoup plus performants aujourd'hui. Donc, ça va aider justement à continuer son processus de changement. Évidemment, la résignation et finalement l'intégration qui va se faire naturellement parce que quand on voit que tout le monde est rendu là, tu n'as pas le choix à un moment donné de suivre le pas. C'est un peu comme dans le domaine de l'architecture. Il y a une époque où les gens utilisaient des bâtons de popsicle pour bâtir des petites maisons. Aujourd'hui, ça arrive très peu. Il y a un changement qui a dû se faire. Mais c'est comment, justement, vous êtes apte à éduquer vos gens, les former, avoir des gens dans votre équipe qui sont présents, qui sont à la fine pointe de ce qui se passe, mais qui ont une grande ouverture et empathie à aider les gens à traverser à travers ces différentes phases du changement-là. C'est comme ça que vous allez y arriver. Donc, c'est un petit peu le modèle qu'on voulait vous présenter pour vous expliquer ça. En terminant, très, très rapidement, pour laisser place aux questions,
Puis en fait, je pense qu'on va vous l'envoyer, mais c'est vraiment plus le processus. Une fois qu'on a une culture en place qui est permissible, qui est présent, bien, c'est comment qu'on peut intégrer des nouveaux outils au sein de notre entreprise, comme ChatGPT. Puis il y aura d'autres outils qui vont se rajouter pour différents besoins. Le point de départ, c'est quoi les besoins que j'ai pour tel ou tel défi auquel je fais face. Donc, d'être clair sur ces besoins. Une fois qu'on a identifié ces besoins, bien, est-ce qu'on doit se former ou on doit se sensibiliser à quel outil qui existe, qui peut répondre à ces besoins-là? Évolution de la conformité légale. Est-ce que l'outil que je suis en train d'évaluer est permissible par rapport à ma politique d'entreprise ou pas? Donc, c'est la troisième étape. Ensuite, mise en place de mesures de sécurité qui répondent à mes besoins d'entreprise pour utiliser un tel outil que je voudrais mettre en place pour traitement d'image, pour peu importe le besoin. Ensuite, tu peux les faire défiler, Clément. Là, je vais passer rapidement pour laisser du temps aux questions. Mais phase pilote, d'être en place, d'être en mesure de mettre des projets pilotes en place pour être capable justement de tester si l'outil répond à mes besoins ou pas à travers un groupe peut-être plus restreint. Une fois que le groupe sur lequel tu s'est penché sur un pilote, disons, bon, on a utilisé ChatGPT pour créer du contenu visuel à travers DALL-E, bien, une fois qu'on trouve que c'est satisfaisant pour nos besoins, on va faire un déploiement complet au sein de l'organisation. Et après, bien, c'est de l'optimisation qui va se faire de manière continuelle. Donc, c'est un peu les 7 étapes qu'on utilise, nous, quand on veut déployer un nouvel outil pour un nouveau besoin identifié ou un besoin présent. Mais je dirais d'aller besoin par besoin, puis après, bien, de voir quel outil qui répond le mieux. Donc, voilà un petit peu la séquence pour déployer les outils d'IA une fois qu'on sent qu'on a une bonne culture, bonne politique en place. Top, merci beaucoup Pierre-Luc. Puis évidemment, chaque cas est particulier, mais au moins je pense que ça donne une base intéressante pour essayer de structurer un peu tout ça. Encore une fois, on n'a pas la prétention d'universaliser l'intégration de culture IA au sein de l'entreprise. L'idée, c'est de donner des clés et puis de voir comment, par rapport à vos problématiques spécifiques, vous pouvez essayer d'y aller étape par étape, parce que souvent, on se retrouve à être en charge d'un projet relatif à l'IA et puis on ne sait pas trop par où commencer. Donc on espère que ça va pouvoir vous aiguiller. On va prendre quelques minutes pour passer aux questions avant de basculer sur le quiz que vous attendez tous. La question la plus populaire, c'est celle d'Ami Héloïse Mayou qui dit pouvez-vous nous référer à une liste d'outils AI et leur possible utilisation comme un répertoire? Alors là, tout de suite, dans l'heure qui vient, pas exactement. Aujourd'hui, j'ai pas connaissance d'un tel document qu'on aurait produit. Par contre, je pense que c'est effectivement une excellente idée. Et puis, c'est aussi un de nos rôles à nous en tant que centre de formation d'être capable de produire ce genre de contenu-là et de le partager aux gens qui nous suivent ou qui sont intéressés par ce qu'on a à raconter. Donc, ce que je propose à Almi, Héloïse, c'est que je vais en parler à notre équipe marketing. On a une infolette qui part globalement chaque semaine. Et puis, je m'engage devant vous tous aujourd'hui, et il y aura un replay, donc une assistance vidéo pour le prouver, mais à vous fournir d'ici à la fin de l'été cette liste-là. Dans une de nos prochaines infolettes, ce serait un excellent contenu de toute façon à faire sur notre site internet. Et puis, on a des bases efficaces sur lesquelles on va pouvoir travailler, notamment Pierre-Luc en parlait sur les meetings qu'ils font chaque semaine au sein de Frank, sur les outils à essayer, etc. Donc c'est une très bonne idée. Et puis merci pour cette question, Ami. Deuxième question, puis celle-là, elle est pour toi, Pierre-Luc. Tu en as parlé superficiellement tout à l'heure. Une question de Maxime qui disait: je serais curieux d'en savoir plus au sujet de la migration d'Asana vers Notion. Quels sont les bénéfices déjà visibles pour l'équipe? C'est vrai que c'est intéressant qu'il y ait un côté très concret là-dedans, entre un outil qui est encore peu IA et un qui a pris le virage plus vite. Rapidement, je dirais que c'est d'être capable d'intégrer plusieurs. Puis la réalité, c'est qu'Asana répond à différents besoins. Quand tu connais vraiment bien Asana, il y a des fonctionnalités qui te permettent de répondre à certains des besoins que j'ai énumérés, mais principalement, c'est d'être capable d'agréger tout type de documents, d'informations à travers, que ce soit Google, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, peu importe, dans une seule et même plateforme comme Notion. Puis sans devoir sortir de la plateforme. Par exemple, je suis capable de mettre une vidéo YouTube dans Notion sur un projet X, donc on travaille sur un client et qu'on veut intégrer une vidéo YouTube. Mais la vidéo YouTube dans Notion, quand tu joues la vidéo YouTube, elle joue dans Notion directement. Donc, tu n'as pas à sortir de la plateforme. Même chose, tu veux comme aller commenter un post sur X, tu peux le faire à travers Notion. Tu n'as pas à te rendre sur la plateforme X pour commenter. Donc, c'est un agrégateur, un peu comme Zapier d'une certaine façon, là, pas 100% pareil, mais c'est vraiment d'être capable de centraliser plusieurs données externes dans une seule et même plateforme. C'est très user-friendly. C'est très simple au niveau du UX, je peux dire, de la façon d'utiliser. Donc, je dirais que c'est beaucoup ça, c'est tout centralisé, de rendre tout très fluide, très intégré. Et évidemment, d'avoir un outil d'IA qui est à portée de main dans l'outil. Donc, quand de poser des questions à l'outil directement, d'avoir des réponses propulsées par l'IA. Donc, l'IA aussi générative au niveau textuel, elle fait également partie de Notion. Donc, en gros, je vous dirais que c'est ce qui ressort.
mais je le vois plus comme un bon outil de gestion de contenu qu'un outil de gestion de projet pur et dur. Donc, on pourrait débattre un peu plus sur est-ce que vraiment ça vaut la peine pour tout le monde de basculer d'Asana vers Notion. Pas dans tous les cas. Ça serait une formation peut-être ou un débat un petit peu plus poussé. Mais je dirais que somme tout, ça a été quand même intéressant pour nous de le tester. Puis, une super bonne plateforme quand même Notion pour faire de la gestion de projet. Ok. Il y a une question de Karima, et puis il y en a une autre après, mais qui me paraît intéressante qui touche un peu à l'aspect confidentialité, etc. Les données pour créer du contenu sont puisées dans le contenu original de millions de personnes. Se pourrait-il qu'on puisse protéger ces données pour qu'elles ne soient pas plagiées? Existe-t-il un ISMN ou un code qui permet de détecter la source d'un contenu IA? Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse à apporter là-dessus pour Karima, Pierre-Luc. Attends, la réalité, c'est que pas vraiment. Je pense que ça a été prouvé que quand vous prenez des. Oui, j'en ai un. En fait, j'ai un outil que j'utilise, puis ça m'échappe. Vite comme ça, brûle pour point, je ne l'ai pas en tête par cœur, je m'excuse. Mais il y a un outil qui permet de prendre un texte et de le mettre. Il y a plusieurs outils, en fait, que tu prends le texte, puis tu le mets dans l'outil, puis ça va te dire, disons, à 22 de chances que le contenu a été généré par de l'IA ou 50 Moi, la réalité, c'est que j'ai testé cet outil-là, puis on pourrait vous l'envoyer en suivi. Dans bien des cas, des fois, j'avais du contenu que j'avais créé avec l'IA à 100 puis l'outil me disait que ça n'avait pas été créé avec l'IA ou que les chances qu'il ait été créé avec l'IA étaient très minces. Et l'inverse était aussi vrai que des fois, j'avais créé un contenu rédigé par moi-même, puis ça me disait que c'est un contenu créé par de l'IA. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des outils qui permettent vraiment de détecter si c'est créé par de l'IA ou non. Une question par rapport à ce que tu dis qui, je pense, qui revient un peu à répondre à ta question, peut-être d'une certaine façon, je l'ai bien compris. Beaucoup de gens qui me demandent est-ce qu'il y a des chances que je crée du contenu sur ChatGPT, par exemple, puis que le contenu qui a été créé par l'IA se retrouve, ça a été copié-collé d'un blog quelque part en France ou en Angleterre. La réponse, c'est non, parce qu'il faut comprendre que l'IA générative ne va pas chercher le contenu copié-collé sur le web. C'est vraiment un outil de prédictabilité. Fait que l'IA prédit la chance que le prochain mot soit tel ou tel mot basé sur un système de prédiction. Fait que il ne va pas chercher le contenu textuel sur le web, il prédit qu'est-ce que le contenu doit être selon la logique de la question. Fait que si on demande de quelle couleur est le ciel, bien, la réponse risque dans 99,7 des chances que le ciel soit bleu, parce que le ciel est bleu, si les gens répondent. Fait que l'IA va prédire c'est quoi la probabilité que le ciel soit bleu versus rouge. C'est sûrement plus élevé que ce soit bleu. Donc, la réponse va être donnée, c'est bleu. Donc, ce n'est pas copié sur une réponse qui existe sur le web. Donc, il n'y a pas de chance vraiment que vous soyez, que vous copiez-collez ce qui vient du web. Par contre, évidemment, les prédictions viennent de ce qui existe sur des milliards de points de données sur le web. Donc, oui, ça vient quand même du web. Et puis, encore Karima, qui est décidément très populaire dans ces questions, et ensuite on passera au quiz. Le problème de la création de contenu assisté par l'IA, c'est que le contenu n'est pas original, mais une fusion de texte existant. Cela n'impacte-t-il pas votre référencement? Donc, c'est pas vraiment une fusion de texte, c'est une recréation de texte à partir d'éléments existants. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, les moteurs de recherche se sont adaptés à tout ça, mais globalement, et puis c'est l'essence même de ce webinaire, c'est de dire, si vous utilisez l'IA de façon intelligente et que derrière vous créez du contenu ou des textes dans des objectifs de référencement et que vous les mettez directement en ligne, il y a très peu de chances qu'effectivement vous puissiez émerger. Par contre, si vous les utilisez comme un assistant, que vous avez des prompts qui sont bien travaillés et que derrière il y a un humain qui les retravaille ou qui s'assure de leur pertinence et des ajustements techniques nécessaires à un bon référencement SEO, bah là ça va devenir intéressant pour vous. Donc dire à ChatGPT, crée-moi un article de 500 mots et le mettre en ligne, ce sera jamais gagnant. Par contre, le faire de façon intelligente, de repasser derrière avec un humain ou éventuellement avec des outils pour s'assurer que tout ça est propre, bien souvent ce sera pertinent. Et d'ailleurs, c'est des choses que nous-mêmes dans notre département SEO chez Digital, on utilise à chaque jour aujourd'hui pour gagner en productivité, en efficacité, et puis aussi parce que mine de rien, l'IA va être très pointue sur des thématiques qui touchent à tout un tas de sujets. Donc voilà, bien utilisé, ça reste vraiment intéressant. Puis juste rapidement à ce point-là, je pense c'est là qu'il ne faut pas faire fausse route, c'est que oui, le contenu n'est peut-être pas aussi original si le prompt n'est pas original. Si votre prompt est hyper original, très spécifique, puis que là, c'est là que la création humaine puis l'apport humain est hyper important. Si votre prompt est original, il y a plus de chances que le contenu le soit. Fait que c'est là où il ne faut pas non plus penser que l'IA va tout créer pour soi. C'est là qu'il y a un travail humain de bien cerner le type de contenu et avoir un prompt original qui va vous différencier. Merci beaucoup Pierre-Luc. Avant de passer au quiz,
N'hésitez pas, donc, puisqu'on arrive à la fin de ce webinaire, j'espère que vous avez apprécié l'heure et les 4 minutes qu'on a passées ensemble jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à flash-coder la petite slide ici ou à cliquer sur le lien que Mathilde vient de vous partager qui vous permettra d'aller mettre votre avis sur le Google My Business de Frank. C'est une façon de nous remercier pour le contenu gratuit qu'on vous propose et pour le gros travail qu'il y a derrière, puisque on parlait de référencement juste avant. C'est notamment une façon de renforcer notre crédibilité, notre légitimité si vous avez aimé ce contenu et puis de booster un petit peu le référencement de Frank sur Google. Donc voilà, une façon facile pour vous de nous dire merci. Et puis je vais pas te mettre 5 étoiles moi-même parce que ce serait un peu limite, mais par contre je vais te remercier en tant qu'humain, Pierre-Luc, pour le temps que tu as passé avec nous ce soir. Je pense que ça a apporté une vision, puis on voit que c'est un sujet que tu maîtrises sur le bout des doigts et auquel tu as beaucoup réfléchi, beaucoup plus que la plupart d'entre nous. Donc, encore merci pour toutes tes contributions et puis pour tes réponses sur la coche aux questions de tout le monde. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin à partager pendant que je vous partage le lien d'accès à notre quiz de fin sur kahoot.it. Alors, merci Clément. Merci pour avoir animé ce petit webinaire. Puis merci à tout le monde d'y avoir participé, d'avoir donné un peu de temps sur votre heure de lunch. Donc, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn ou s'il y a des questions, des suivis. Je me tâcherai d'y répondre si vous m'écrivez personnellement. Donc, je suis assez rapide normalement pour répondre. Donc, n'hésitez pas. Puis maintenant, bonne chance à tous nos participants pour ce petit jeu qui s'en vient, auquel j'aime bien participer normalement, mais là, je vous laisse participer tous et chacun. Tout à fait. Donc, on voit les premiers inscrits. Vous pouvez aller sur kahoot.it depuis votre navigateur et vous inscrire avec le code PIN 80 432. On voit les premiers arrivants. On va attendre une petite minute et puis on va démarrer les 5 questions pour voir qui sera l'heureux gagnant de la formation. J'ai l'impression que ma bande passante fait en sorte que ma caméra s'éteint, mais c'est pas grave. On va faire ça a cappella et me voir n'est pas forcément absolument indispensable dans les circonstances. On voit Mathieu qui se rejoint, Margot, Steph Lap. Vous êtes une trentaine pour l'instant. On va encore attendre quelques minutes avant de démarrer. Je vais couper ma caméra pour de bon. Voilà. Et on va il y a eu quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre, malheureusement, faute de temps. Juste Ami Héloïse Mayou qui dit « Je suis prise avec Microsoft. Avez-vous une formation sur comment maximiser l'utilisation des outils Microsoft incluant Copilot ?» La réponse est oui, on a une formation Copilot. Vous pouvez aller sur notre site web pour la retrouver. Je vois que Mathilde y a répondu. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas qu'on a un code promo valide en ce moment. Et j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez vous inscrire à notre webinaire du mois de septembre sur Canva, si jamais ça vous intéresse. Allez, il est 12h07. Je vais lancer tout de suite le quiz aux personnes participantes. Je reprécise comme à chaque fois que il faut évidemment bien répondre, mais il faut aussi répondre de façon rapide. C'est le plus rapide qui aura répondu bon à toutes les questions qui sera le grand gagnant. C'est parti pour la première question. En quelle année ChatGPT a-t-il été rendu disponible au grand public? Est-ce que c'est en 2010, 2017, 2020 ou 2022? Je rappelle que la rapidité compte autant que la bonne réponse, donc soyez vite sur vos téléphones. C'est en 2022 que ChatGPT a été rendu disponible au grand public. On a l'impression que ça fait une éternité que c'est dans nos vies, mais pas tant que ça finalement. Qui a été le plus vif? C'est Vanessa, Gabriel et Andy. On continue avec la question 2. Si vous avez été attentif à peu près midi 20, quels sont les 4 piliers de l'élaboration d'une culture IA? Est-ce que c'est la vision, la stratégie, le leadership, la gouvernance, la vision, le recrutement, le leadership, la gouvernance, la vision, la stratégie, les workshops et la gouvernance, ou bien la vision, la stratégie, le leadership et les 5 à 7 pour une culture IA réussie selon vous? C'est les 4 points, les 4 piliers que Pierre-Luc a adressés au tout début de ce webinaire. C'est la réponse A, vision, stratégie, leadership et gouvernance. Bravo à ceux qui ont bien répondu, notamment Andy qui prend la tête. On continue avec un vrai ou faux. Au moment où j'ai eu cette question, on estime que 90% du marché se retrouve plus ou moins encore entre le déni et la découverte de l'IA. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça répond très très vite, je le vois sur mon petit compteur à droite. Et là, il reste encore quelques répondants. C'est une question qui avait un petit peu de temps. 7 secondes pour le ou les retardataires.
Et en tout cas, selon les dernières études, c'était un 90% qui était encore entre le déni et la découverte. Donc, il y a encore pas mal de chemin à parcourir et surtout pas mal de différences à faire avec vos compétiteurs pour continuer à avancer là-dessus. Andy était attentive, Marge aussi, Sabrina, Gabriel et Claudie. C'est très serré. Il reste 2 questions pour vous départager. Question 4. Réponse à choix multiples. Quelles sont les actions principales à faire pour l'adoption d'une culture IA? Plusieurs réponses sont possibles. Désolé pour la petite coquille. Est-ce que c'est former les équipes? Est-ce que c'est intégrer l'IA dans les processus métiers existants? Est-ce que c'est responsabiliser sur l'usage de l'IA? Ou est-ce que c'est maintenir une communication transparente et ouverte? Je rappelle que plusieurs réponses sont possibles ici à vos claviers. Il reste plus que 2 secondes. Et toutes ces réponses étaient bonnes. Elles ont été abordées par Pierre-Luc tantôt. Donc, ne perdez pas de temps et essayez d'appliquer tous ces éléments-là et vous ferez déjà probablement des grosses différences dans l'adoption de votre culture IA. Andy répond vite, mais Marge, Gabi, Claudie, Sabrina et PC aussi. C'est très serré, ça va se jouer à la vitesse pour la dernière question. J'espère que vous êtes prêts. Attention, là, on est sur une question à choix multiple. Quels sont les principaux défis qui sont reliés à l'IA? Les 3 défis que dont Pierre-Luc nous a parlé plus en détail. Est-ce que c'est des défis organisationnels, éthiques, techniques, linguistiques? Quels sont les principaux défis reliés à l'IA? Tout se joue maintenant pour gagner votre prochaine formation, la fusée. Si vous ne gagnez pas, je vous rappelle qu'il y a un 10% de rabais, donc vous n'aurez pas tout perdu. Et les bonnes réponses, c'était organisationnel, éthique et technique. C'est les 3 gros défis qu'on a identifiés par rapport à ça. Linguistiquement, on ne considère pas ça comme un défi. Pourquoi? Parce que justement, c'est une des barrières que l'IA permet de faire sauter. Alors évidemment, il y a des micro-enjeux qui peuvent être liés à ça, mais globalement, la barrière de la langue est quelque chose auquel les outils d'IA sont hermétiques et auxquels ils arrivent à répondre grâce aux milliards de data qu'ils ont engrangés. On va voir qui sont les 3 membres du podium. Sabrina, bravo Sabrina, tu finis 3e. Claudie finit 2e et notre grand ou grande gagnante du quiz est Marge. Bravo Marge pour ces beaux 5439 points. Tu gagnes ta formation à la fusée. Tu peux soit nous contacter directement sur notre site web, soit nous donner ton adresse courriel dans le chat ici et nous te recontacterons pour voir quelle formation tu veux suivre avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. On a déjà dépassé de 11 minutes. Merci encore 1000 fois, Pierre-Luc, pour ton temps. J'espère que vous avez aimé l'heure qu'on a passée ensemble pour parler de ce sujet passionnant qu'est la culture IA. Et puis, vous allez pouvoir contribuer chacun et chacune d'entre vous dans vos organisations. N'hésitez pas à nous contacter, Pierre-Luc, moi, si vous avez besoin de plus d'infos. Et puis, bon midi à tout le monde. Au revoir. Merci.